Nous sommes mercredi 27 janvier 2021. Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue à suivre cette édition en français de la télévision Renaissance, dont voici les principaux titres. Les policiers qui tuent les gens qui sont entre leurs mains finiront à répondre, c'est l'analyse du spécialiste et du droit, suite à la mort de J.D. Sindaï Gaya, survenu dans sa cellule du commissariat de police à Rumongue après 10 jours de garde à vue. Le 27 janvier de chaque année, le monde entier rend hommage à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Il y a exactement 76 ans, l'association qui lutte contre le génocide, ACER Génocide Canada, déplore que malgré ces dizaines d'années, des institutions burundaises n'aient pas su tirer les leçons de l'histoire. Et vers la fin de ce journal, vous suivez le magazine Yagam Kenyezi qui va revenir sur l'efficacité de l'école fondamentale au Burundi et son apport à l'éducation de la jeune fille burundaise. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Chaque année, le 27 janvier, le monde entier rend hommage à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Le plus grand camp d'extermination nazie a été libéré en ce jour-là, il y a 76 ans. Des millions de femmes, d'enfants et d'hommes juifs furent massacrés. L'association ACER Génocide Canada déplore que malgré ces longues années, les institutions burundaises n'aient pas su tirer les leçons de l'histoire. Suivez ici Emmanuel Nguruziza, il est le secrétaire de l'ACER Génocide Canada. Par exemple, au même titre que la déshumanisation qui faisait croire aux populations allemandes que les Juifs ne sont pas des humains, nous avons vu plusieurs années plus tard au Burundi la même déshumanisation où les mobilisateurs désignaient justement les Tutsis sous l'étiquette de Mujahideen, c'est-à-dire des chiens errants. En plus donc de la déshumanisation, ensuite nous saisissons de cette occasion au niveau de la Génocide Canada pour rappeler au monde que, en plus de ces quelques ressemblances, il en persiste au niveau des méthodes usitées à nos jours. C'est-à-dire, de la même manière que chez les nazis, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand dans l'ex-URSS, en Ukraine actuelle et en Pologne, les nazis se livrèrent à l'oblitération des restes des victimes de l'Holocauste. Eh bien, au Burundi, depuis 2007, avec le CNDD-FDD au pouvoir, la tentative de dissimulation des traces du crime de génocide perpétré par le CNDD-FDD s'est manifestée sous forme d'un projet apparemment d'envergure nationale. Le pouvoir CNDD-FDD a annoncé en 2007, il faut le rappeler, la construction d'un aéroport international à Bugendana, exactement sur le site où reposent les victimes, quelques 648 aussi tués dans la nuit du 20 au 21 1996. C'est donc l'occasion aujourd'hui pour la Génocide Canada de rappeler au monde et au Burundi en particulier que les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est du devoir des militants anti-génocide, des activistes droits de l'hommiste qui œuvrent particulièrement contre le plus jamais ça, de garder un œil sur cette persistance de blanchiment, de mitigation d'actes autrement répréhensibles car relevant du crime de génocide. Page droits de l'homme à présent. J.D. Sindaï Gaya est mort dimanche dans sa cellule du commissariat de police à Rumongue après 10 jours de garde à vue. Le sexagénaire aurait été torturé depuis son arrestation qui a eu lieu après l'assassinat de son petit frère par les forces de l'ordre le 16 janvier dernier. À moins de 2 semaines, il s'agit d'une troisième personne qui meurt entre les mains de la police de Rumongue. Les 2 autres avaient été tués à bout portant par les policiers. C'est un crime dont finiront par répondre les auteurs, prévient le Forum pour la conscience et le développement FOCODE. Je vais ici mettre Janvier Bigilimana, il est secrétaire général du FOCODE. Ce citoyen qui vient de décéder dans le cachot dans la prison de Rumongue avait été arrêté, emprisonné à la suite des liens familiaux qu'il avait avec un certain Deoni Ongabo. Nous déplorons le fait que la police burundaise, en complicité bien entendu avec les responsables des prisons, mais aussi les autorités judiciaires, sont en train de violer la Constitution et d'autres textes internationaux qui garantissent le principe en vertu duquel
la responsabilité pénale est individuelle. Aujourd'hui, nous observons beaucoup de personnes qui sont arrêtées, qui sont même exécutées, et non pas parce qu'elles ont commis une quelconque infraction, mais plutôt parce qu'elles ont un lien avec une personne ou des personnes qui sont recherchées ou qui n'ont pas pu être interpellées par la police. Nous pensons que ce comportement est un comportement criminel, c'est un comportement grave de la part d'une police qui était supposée protéger tous les citoyens. Nous demandons à ce que la loi soit respectée et que les policiers qui ont commis tous ces crimes puissent être jugés conformément à la loi. Un autre aspect qui est très inquiétant, c'est que pour Egide Sindaïgaya, nous avons appris qu'après avoir été torturé, il n'a pas pu accéder aux soins de santé alors que son état de santé se dégradait au sein de la prison. Et de ce côté-là, nous pensons que le responsable de la prison devra un jour répondre de ce manquement grave parce que il faut savoir que lorsqu'une personne a été arrêtée, lorsqu'une personne est détenue, lorsqu'une personne fait objet d'une procédure pénale, elle garde tous les droits garantis à part la liberté de circulation. C'est-à-dire que la personne détenue doit être traitée avec dignité, mais dans le cas d'espèce, non seulement la personne a été torturée, mais aussi elle n'a pas pu accéder aux soins de santé alors que la prison, la direction de la prison était informée de la dégradation de son état de santé. Nous déplorons donc que ces manquements continuent à s'observer au sein de cette prison. Nous déplorons donc le comportement qui est manifesté par la police. Nous demandons à ce que la justice fasse son travail et que les auteurs de tous ces faits puissent être arrêtés et jugés conformément à la loi. Parce que tôt ou tard, c'est que la justice, lorsqu'elle pourra reprendre la voie normale, parce qu'aujourd'hui, il est difficile de parler de justice au Burundi, nous pensons que tous les auteurs de ces forfaits pourront être jugés. Il est grand temps qu'ils puissent se ressaisir et qu'ils puissent cesser sur le champ toutes ces violations de la loi, des violations qui entament non seulement de simples lois ordinaires, mais aussi la Constitution est violée du jour au lendemain, ce qui est grave pour un État qui était censé être un État de droit. Depuis la nuit des temps, l'éducation est une responsabilité du ménage. Chers parents, la lutte contre le coronavirus sera renforcée en encourageant les vôtres à respecter les mesures de prévention et de lutte contre COVID-19. Apprenez à vos enfants à se conformer aux recommandations des autorités sanitaires. En donnant d'abord un bon exemple, lavez-vous régulièrement les mains avec du savon et de l'eau propre ou en désinfectant. Respectez la distanciation physique et portez bien le masque. Ceci est un message du mouvement Inamaholo, femmes et filles pour la paix et la sécurité. Éducation à présent, l'école fondamentale au Burundi remplit-elle les conditions nécessaires pour être qualifiée comme telle qu'apporte l'école fondamentale à la jeune fille burundaise? Dans la foulée de la célébration de la Journée internationale de l'éducation, la synergie des médias Radio Inzamba et la télévision Renaissance se penchent sur ces questions. C'est dans l'émission Yagam Kenyezi, Olivia Gakima pour plus de détails. L'école fondamentale, projet né d'un programme de l'UNESCO annoncé depuis l'an 2000, a été mise en place pour réformer le système éducatif des pays africains, dont le Burundi, qui suivait toujours le programme d'éducation instauré par les pays colonisateurs. Ce projet, malgré un long processus préparatoire, n'a pas été bien compris par le gouvernement burundais, selon professeur Libera Nibashira Kandi, expert dans le secteur de l'éducation. Et donc, l'enseignement de base qui était prôné par l'UNESCO
c'était donc l'école maternelle, plus l'école primaire et l'école secondaire. Donc, à peu près donc 3 ans d'école maternelle, 6 ans de l'école primaire, et puis l'école secondaire, 6 ans. Donc, au total, c'est 15 ans en fait pour terminer l'enseignement de base. Et dans l'enseignement de base, il y avait l'école fondamentale. L'école fondamentale, c'est tout simplement les 3 années de l'école maternelle, plus les 6 ans de l'école primaire. Donc, ça fait 9 ans. Donc, au Burundi, ils ont mal compris les choses. Au lieu de revaloriser l'enseignement maternel, ils ont proposé plutôt, ils ont opté à ce que l'école primaire dure 9 ans, ce qui est absurde en fait. Et le slogan qui était derrière, ça c'était la propagande en fait du CNDD-FDD, c'est qu'après 9 ans, l'enfant ou le jeune qui terminait les 9 ans, il était capable de créer son propre emploi, son entreprise, ce qui est aberrant. Même les universitaires, ils sont incapables de créer une entreprise au Burundi. Qu'est-ce qui était prévu pour une bonne implémentation du projet? Professeur Libera Ntibashira Kandi répond à cette question. Parallèlement à cette idée de l'enseignement de base et de l'école fondamentale au Burundi, il était question qu'on développe l'enseignement des métiers, l'enseignement technique, pour que après la 9e année, un certain nombre d'enfants puissent continuer l'école technique, l'école des métiers, que ce soit mécanique auto, l'électricité, plomberie, etc., couture, mais ces écoles n'ont pas été construites. Donc, finalement, la majorité des enfants qui terminent la 9e année se retrouvent finalement dans la rue, donc ne continuent pas, en fait, deviennent des paysans. Donc, le bilan est aujourd'hui un fiasco. Ça a été un échec cuisant. Et ici, je ne parle pas du niveau. Le niveau a tellement baissé parce que tout simplement, les enseignants ne sont pas qualifiés et il y a eu la politisation aussi de l'enseignement. Quel devrait être l'impact de l'école fondamentale sur la jeune fille burundaise? Selon Eulalie Nibizi, ancienne présidente du syndicat des enseignants STEB, l'école fondamentale devrait être bénéfique pour la jeune fille à condition qu'elle soit bien organisée. Dans les pays qui ont bien planifié l'école fondamentale, aucun enfant ne pourrait être désespéré. Même après avoir échoué l'école fondamentale, elle aurait appris techniquement. Si elle avait appris correctement les cours, la lecture, l'écriture, et l'art, même au niveau du commerce, mais elle pourrait être utile à quelque chose. Malheureusement, tout ça est théorique. Et l'éducation qu'ils reçoivent, que les enfants reçoivent par le biais des enseignants qui ont été aussi éduqués comme ça, c'est que si vous ne terminez pas l'école fondamentale, la vie s'arrête. Alors que normalement, le contenu matière devrait destiner ces enfants-là à exercer des métiers, à être utiles, même si vous ne parvenez pas à aller au-delà de l'école fondamentale. Quelles sont les conséquences pour la fille en cas d'échec à l'école fondamentale? Selon toujours Eulalie Nibizi, la fille, dont les droits ne sont pas souvent pris en compte, retourne à la maison, les familles n'ayant pas souvent les moyens de lui payer l'enseignement privé. Quand une fille échoue l'école fondamentale, c'est comme si la fille a raté. C'est comme si la fille a raté, elle a le niveau 9e. Le niveau 9e, souvent, la fille aura entre 16 et 20 ans. L'enfant est déjà conditionné pour exercer un emploi différent de l'emploi de sa mère analphabète, de sa mère, un emploi et une vie différente de la vie de pauvreté, de la vie de vulnérabilité qu'elle a laissée au village. Elle quitte le village, alors après 9 ans d'études, si elle n'a pas redoublé, vous allez l'orienter au village. Elle ne peut rien faire parce que le programme de l'école fondamentale, sans matériel didactique, sans expérience pour l'enseignant, sans apprentissage pour l'enseignant, il vous renvoie
juste au niveau des alphabétisés du village. Au Burundi, le processus de mise en place de l'école fondamentale a débuté en 2012 et le projet a vu le jour en 2014. Merci à Olivia Gakima. Avant de clore cette édition, l'équipe nationale du Rwanda s'est qualifiée pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. Ce mardi, les Amavubi du Rwanda ont battu les éperviers du Togo dans ce tournoi qui se déroule au Cameroun sur un score de 3 buts contre 2. Thierry Bigrindavi pour plus de précision. Une victoire méritée pour l'équipe nationale rwandaise. Cette dernière a bien joué tout au long du match, même si l'équipe adverse, l'équipe togolaise, n'avait besoin qu'un match nul pour décrocher la qualification. Elle s'est heurtée à la détermination des joueurs rwandais et a été éliminée. Les deux équipes ont manifesté une volonté de remporter dès le premier mi-temps. À la 38e minute, le capitaine de l'équipe togolaise, Richard Nané, a ouvert le score, mais l'attaquant Olivier Nyonzima a égalisé par un coup de tête pour le Rwanda. Juste avant la pause, à la 45e minute, le deuxième mi-temps a commencé avec la même détermination des deux équipes. Le Togo a ensuite repris l'avantage en marquant le deuxième but à la 58e minute. Mais la joie des supporters des éperviers a été de courte durée car le capitaine des Amavubi, Jacques Tuyisenge, a marqué le but d'égalisation par un coup de tête à bout portant 2 minutes après. Quelques minutes après, à la 66e minute, l'attaquant rwandais Ernest Sugira, qui portait le numéro 16, a marqué le but qui a donné la victoire à l'équipe rwandaise. Dès lors, l'équipe togolaise a déployé toutes ses forces, mais elle n'a pas marqué. La victoire de l'équipe nationale du Rwanda a provoqué une immense joie dans la ville de Kigali. En liesse a défilé dans les rues pour célébrer la victoire, violant ainsi les mesures barrières pour faire face à la pandémie de Covid-19. Le Rwanda jouera le quart de finale ce dimanche 31 janvier 2021. La sélection rwandaise croisera le fer avec l'équipe guinéenne ou zambienne selon les résultats des matchs de ce soir pour les équipes du groupe D. Le championnat d'Afrique des Nations de football 2020 et la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations de football, CHAN, organisé par la Confédération africaine de football CAF, rassembla des sélections composées de joueurs évoluant uniquement dans un club de leur pays. Cette édition devait se disputer initialement au Cameroun au mois d'avril 2020 avant d'être reportée à une date ultérieure en raison de la pandémie de Covid-19. Le tournoi est finalement programmé du 16 janvier au 7 février 2021. Merci également Thierry Bigrindavi. Et c'est cet élément sportif qui met un point final à cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.